Eh bien, bonjour à tous. Le Front uni des immigrations et des quartiers populaires est heureux de vous accueillir aujourd'hui, même si le nombre n'est pas au rendez-vous, mais ça va venir dans la journée. Il y a des grèves, on est noyé aussi dans une multitude d'autres initiatives, de mobilisation, etc. Et puis ça reflète aussi l'état de notre société et de rapport de force militant. Et donc il faut le prendre comme également un analyseur et un révélateur de où nous en sommes sur la question de la mobilisation des quartiers populaires et des immigrations aujourd'hui. Alors, quelques mots d'introduction avant de passer dans le vif du sujet. Vous avez dû voir toute une série d'initiatives en ce moment. Elles ont deux caractéristiques. Certaines d'entre elles sont partielles, c'est-à-dire qu'elles abordent un front de lutte, et heureusement, elles commencent à réunir du monde, soit sur le front de la lutte des classes, soit sur le front du combat contre les violences policières, soit sur d'autres fronts. Donc ça, c'est une première série de mobilisations que l'on peut repérer. Une seconde série de mobilisations qu'on peut également repérer sont des actions qui prennent la forme d'invitations, de grands noms, de vedettes, mais vedettes pour moi, cette fois-ci pas au sens péjoratif, de gens qui par leurs travaux nous aident à comprendre la réalité d'aujourd'hui. Nous avons, au niveau du Front uni, décidé, depuis maintenant plusieurs années, de ne pas être dans ces deux dimensions-là. Donc on a choisi la voie la plus difficile. La plus difficile pourquoi? Parce que nous voulions à tout prix ne pas diviser les luttes entre elles, quelle que soit l'importance de la mobilisation sur tel ou tel axe. Autrement dit, nous essayons à chaque fois de prendre en compte le système de domination avec ses dimensions de classe, ses dimensions de race et ses dimensions de sexe. Nous sommes les trois formes de domination qui forment le système dominant aujourd'hui. Donc ça, c'est une première difficulté. C'est pas simple que de se donner cette ambition. C'est plus simple de dire, nous, on va s'arrêter à la question de la race, ou on va s'arrêter à la question du sexe, ou à la question de la classe. C'est plus simple. Mais ça ne correspond pas, selon nous, au bilan de nos luttes depuis plus de 3 décennies. Et la seconde dimension, c'est la volonté de donner la parole dans nos débats aux acteurs des luttes, et non pas en priorité à des grands théoriciens, même quand ils sont dans notre camp, même quand ils vont dans notre direction. Alors ce n'est pas par anti-intellectualisme, c'est tout simplement parce que nous pensons vraiment que nous sommes dans une phase où on a besoin de faire émerger dans les quartiers populaires, parce qu'il y a à savoir, de nouveaux porte-paroles, de nouveaux leaders, de nouveaux penseurs, de nouveaux, autrement dit, de permettre que le vécu des oppressions dans les quartiers populaires puisse s'exprimer par les habitants des quartiers populaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut, pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui, la resituer dans le contexte général qui est le nôtre. Quel est ce contexte? Eh bien, c'est un contexte où nous arrivons au bout, ou au résultat de quelque chose qui a été enclenché dès la décennie 80, et ce n'est pas un hasard que la marche pour l'égalité c'est 83, qui est tout simplement ce qui a été appelé dans nos médias, ce qui a été appelé par notre classe politique, la mondialisation. C'est-à-dire ce processus d'arrasement, de coagulation par le bas de l'ensemble de nos acquis, de destruction de toutes les conquêtes sociales, de destruction de tous les repères de lutte, au travers de ce mouvement global qui serait la mondialisation et qui s'imposerait à nous. Disons-le d'emblée, le concept de mondialisation est un concept qui ne tient pas debout. Il n'y a pas eu un mouvement qui est apparu et qui s'est imposé à nous qui s'appellerait mondialisation. Il y a eu un certain nombre de dirigeants de la planète qui ont fait des choix économiques et politiques, qui ensuite ont donné en cascade les résultats que nous connaissons. Quels résultats? Et nous sommes en plein là-dedans. Et s'il n'y a pas de prise de conscience collective de ces effets-là, eh bien nous aurons du mal à réagir. Et nous aurons du mal à être à la hauteur des combats qui s'annoncent. Première conséquence de cette mondialisation, l'ouverture d'un nouveau cycle de guerre pour se partager la planète. Beaucoup d'entre nous se sont dit, après l'Irak, ils vont arrêter. Et non, il y a eu l'Irak 2. Mais si vous cumulez, vous apercevez de quoi? Eh bien, nous sommes dans un cycle qui est ininterrompu depuis la première guerre d'Irak. Et il est extrêmement intéressant de ne pas prendre ces guerres l'une après l'autre, mais de nous interroger sur l'effet global. C'est quoi l'effet global?
Ben, l'effet global, c'est que chacun des pays où il y a eu ces guerres se retrouve balkanisé, éparpillé, atomisé, avec des sociétés civiles détruites, avec des États qui n'existent plus comme cadre de service public minimum. Alors je parle de la Somalie, divisée en plusieurs morceaux, l'Afghanistan est une série de seigneurs de guerre, l'Irak n'a plus d'homogénéité nationale, et aujourd'hui on est une guerre en Syrie, et j'en oublie un certain nombre. Autrement dit, nous ne sommes plus à l'étape, dans les concurrences internationales, nous ne sommes plus à l'étape simplement de mettre des dictateurs pour les manipuler. Nous sommes dans une étape dans laquelle on décide de balkaniser un certain nombre de pays, et c'est cette dimension-là qui est la caractéristique principale. Ça, c'est au niveau international. Ce qui se passe en Syrie, eh bien, entre dans cette dimension-là, et il faut qu'on ait en tête l'offensive idéologique pour nous imposer les termes du débat. Autrement dit, quand on écoute un certain nombre de discours médiatiques dominants, le débat qui nous est posé, c'est « vous êtes pour Assad ou contre Assad ?» C'est une manière de ne pas poser la vraie question, qui est « vous êtes pour l'intervention militaire française, états-unienne et anglo-saxonne ou non ?» Et il faut faire extrêmement attention, et de plus en plus nous sommes piégés, non pas par le rapport de force militant, nous sommes piégés dès le début dans la manière de poser la question. Alors disons-le d'emblée, quel que soit l'avis que les uns et les autres ont sur Assad, ou avant sur Bachar, avant sur Saddam Hussein, ou sur d'autres, quelle que soit l'analyse que vous faites, nous sommes en France, la question qui est posée, c'est une intervention extérieure, aide-t-elle un peuple à se libérer? Eh bien, il n'y a jamais de libération qui vient de l'extérieur. Ça n'existe pas. Jamais une armée étrangère n'est venue libérer quelqu'un. Ça ne se pose pas comme ça. Encore plus quand nous parlons de pays du Sud qui ont des richesses en minerais stratégiques et en hydrocarbures. Et donc, sur ce premier aspect, il est extrêmement important de constater que nous n'avons plus en France de mouvement anti-guerre. Et il faut s'interroger sur les raisons de cela. Qu'est-ce qui fait que dans le passé, par exemple, si on remonte de manière très lointaine, au moment de la guerre du Vietnam dans les années 50, on avait un mouvement anti-guerre? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à la première guerre en Irak, on avait des manifestations? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée française peut intervenir comme elle le veut, sans que ça suscite de réactions, de mobilisation, etc. L'absence de mouvement anti-guerre dans notre société est une de nos faiblesses essentielles, parce qu'il n'y a pas d'un côté l'international et de l'autre côté le national. Ce que nous laissons faire au niveau international a des effets ensuite sur ce qui se passe au niveau français. Et ne nous trompons pas, quand on regarde l'état des débats aujourd'hui dans le monde militant, eh bien, il n'y aura pas de mouvement anti-guerre qui viendra des grandes organisations. S'il ne se reconstruit pas par en bas, si nous ne prenons pas des initiatives, eh bien, nous pouvons nous retrouver à être impliqués en tant que pays dans toute une série de conflits sans que ça provoque de réaction. Ça, c'est la première grand effet de la mondialisation. Mais bien entendu, il y en a d'autres. Le second effet, ben, c'est l'imposition de ces politiques d'austérité au Sud, comme ici. Dans les pays du Sud, ça a pris le nom de plans d'ajustement structurel dans les années 70, 80, 90. Et ces plans d'ajustement structurel, si vous regardez de très près, sont exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes contenus que ce qui s'impose aujourd'hui. Par exemple, ce que Macron nous propose comme modèle de société. Destruction des services publics, grand équilibre macroéconomique, économie sur le budget, sur le train de vie de l'État, etc. Bref, on a les mêmes ingrédients qui donneront exactement les mêmes résultats. Dans les pays du Sud, ça a assommé et détruit toutes les conquêtes, parce qu'il faut avoir un regard historique, des indépendances jusqu'aux années 80, le niveau de vie dans le tiers-monde augmente. L'alphabétisation avance. Les systèmes scolaires se mettent en place. Ça n'est qu'après, justement, ces plans d'ajustement structurel, qu'on va voir se dessiner une politique de paupérisation massive. Mais les mêmes politiques sont appliquées ici. Et les mêmes politiques vont donner, eh bien, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors je le dis parce qu'il faut combattre une idée fausse qui circule dans nos quartiers populaires, qui est de dire, en gros, nous avons des problèmes tels que nous ne sommes pas concernés par ces combats de la SNCF, des hôpitaux, etc.
Ça ne nous concerne pas, nous, la précarité, on y est déjà. C'est très fréquent d'entendre ça encore dans les quartiers populaires. Et il ne faut pas qu'on se masque les yeux. Il faut comprendre pourquoi on en arrive là. Et secondo, nous poser la question de comment on va contrebalancer ces idées erronées, mais qui ont une base. C'est quoi cette base? Cette base, c'est la non-prise en compte de la question des discriminations racistes par le mouvement ouvrier, par le mouvement progressiste, par les mouvements dits de gauche dans ce pays. Ce qui va faire d'ailleurs tous les conflits avec les mouvements issus des quartiers populaires. Donc ça, c'est une base. C'est pas étonnant que dans les quartiers, on ait ce type d'idées. Si vous êtes étonné, il faut interroger votre étonnement. En réalité, l'inverse serait étonnant, que d'un seul coup, il y ait une prise de conscience du système global, alors que pendant des décennies, on a dit il n'y a pas de discrimination raciste, il n'y a pas de toute la classe ouvrière est unie, etc. Non, c'est pas vrai. Et donc cette négation-là va provoquer ce type de posture. Mais ce type de posture est dangereux. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle nous fait oublier les effets de toutes ces mesures de destruction du service public, d'attaque de la SNCF, etc. Qui paye en premier la paupérisation, la destruction des services publics, etc. Bien entendu, ceux qui sont déjà au plus bas de l'échelle sociale. Ceux qui sont déjà non seulement opprimés en tant que membres de la classe ouvrière, mais en plus en fonction de leur couleur et en fonction de leur sexe également, parce que nous savons, quand on regarde les crises antérieures, quand on regarde les austérités antérieures, nous savons que, au sortir des grands moments de crise, on a trois types de populations qui sont retrouvées plus pauvres qu'avant la crise. C'est en gros la question de la classe, de nouveau, la question de la race et la question du sexe. Autrement dit, c'est quoi une austérité imposée? C'est l'augmentation de la concurrence pour les biens rares. Les biens rares, logement, emploi, formation, etc. Et on augmente la concurrence pour cela, mais quand il y a concurrence, qui gagne? Ceux qui sont déjà placés, ceux qui ont déjà un élément d'appui, etc. Ceux qui sont au plus bas de l'échelle sortent encore plus affaiblis. Autrement dit, au sortir de ces plans d'austérité qui nous mettent en place, eh bien, tout le monde va être paupérisé, mais si vous appelez Mohamed ou Mamadou, vous serez encore plus paupérisé que la moyenne. Si vous êtes une femme, vous serez plus paupérisé que les hommes. Et si vous êtes membre des classes populaires, vous serez plus paupérisé que les couches moyennes, qui elles aussi sont paupérisées. Et c'est cette dimension-là qu'il faut qu'on comprenne. Alors ça veut dire quoi? Parce que ça, si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça pose un enjeu, qui est la question de comment on va pouvoir participer au mouvement contre ces remises en cause des conquis sociaux, ces remises en cause du service public, tout en posant nos questions. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un angle mort du mouvement social, qui est un grand mouvement social, celui qui est en place, s'il y a un angle mort, c'est bien celui de la race, c'est bien celui des populations issues de l'immigration. Symboliquement, c'est la SNCF qui est au cœur de ce mouvement social. Et nous sortons d'une période dans laquelle les Chibani ont dû se battre pendant des années, et souvent isolés, pour pouvoir poser la question de leur statut au sein de la SNCF. On voit bien qu'il y a un angle mort là. Autrement dit, il ne s'agit pas de participer au mouvement social pour se taire. Il s'agit de participer au mouvement social pour aller poser les questions qui sont à la fois nécessaires et qui ne viendront pas tout seuls, parce qu'il y a un angle mort, il y a une cécité, et que parfois ça sera y compris par frottement, en posant des questions embêtantes, en allant se confronter également, que nous pourrons avancer là-dessus. Et donc, l'idée de se mettre complètement de côté en disant c'est pas notre mouvement est une idée qui me semble dangereuse et erronée. Et au niveau du Front Uni, les rares expériences que nous avons pu avoir de participation à des moments d'action collective où on posait des questions embêtantes, c'est vrai que c'était chaud, c'est vrai que ça a provoqué des réactions, mais c'est vrai aussi qu'on s'apercevait qu'on pouvait, bien entendu, au niveau local, faire bouger quelques lignes, et donc ça indique bien que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Autre dimension qui me semble également importante, c'est de prendre en compte les effets sur les individus de toute cette austérité, de cette paupérisation massive et de cette augmentation des discriminations qui se met en place. C'est quoi la conséquence? La conséquence, là aussi, on pourrait dessiner, comme certains le font encore, une image héroïque des classes populaires, des quartiers populaires, etc. Non, les classes populaires sont ce qu'elles peuvent être.
Et avec l'augmentation de la contrainte, avec l'augmentation de la pauvreté, avec l'augmentation des discriminations, eh bien, il y a un phénomène qu'il faut qu'on aborde, qu'on prenne en compte, c'est l'augmentation des comportements d'autodestruction. Ça fait partie du combat politique. Les comportements d'autodestruction, c'est la violence de proximité qui va avoir tendance à augmenter. Quand je ne sais pas comment m'attaquer à un système parce que je n'ai pas de force qui pose la question du système, quand j'ai l'impression qu'ils sont plus forts que nous, etc., oui, je peux me retourner. Franz Fanon l'écrivait très bien dans Les damnés de la Terre. Je me retourne contre celui qui me ressemble le plus, parce qu'il est le plus proche, il est le plus accessible. Et donc, oui, le pauvre tue le pauvre, le noir tue le noir, l'arabe tue l'arabe. On peut se retrouver dans ces situations-là dans lesquelles l'augmentation de la contrainte vient faire augmenter les violences entre nous. Il faut qu'on l'aborde politiquement. Il ne faut pas qu'on laisse le silence là-dessus. C'est notre capacité aussi à aborder ces questions-là qui nous permettront de l'augmenter. Mais il y a d'autres formes d'autodestruction. L'alcoolisme, la toxicomanie. Nous, on en discutait en venant dans la voiture, où on constatait, nous, sur le Nord, le retour à des situations qui nous font penser à la grande hécatombe des années 80-90. Pour ceux qui ont connu les quartiers populaires dans cette décennie-là, c'était des morts tous les jours par overdose. Il n'y avait aucune des familles qui n'était pas touchée. Quand l'héroïne est arrivée dans les quartiers, ça a été la catastrophe. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a été redécouvrir nos premières lectures de Malcolm X, parce qu'à cette époque-là, on avait entendu dire que Malcolm X expliquait l'arrivée de la toxicomanie comme étant une stratégie pour dépolitiser les quartiers populaires, pour assommer les quartiers populaires, etc. Aujourd'hui, on nous traiterait de complotistes si on disait cela, mais en réalité, c'était pour nous simplement la recherche d'une explication. Mais pourquoi ça arrive comme ça, comme une vague fulgurante? Eh bien, nous constations dans la voiture qu'en tout cas sur le Nord, dans certains quartiers, on voyait revenir ce type d'augmentation quantitative et qu'il fallait s'en inquiéter. Et puis, troisièmement, il y a également, je ne sais pas si on peut l'appeler autodestruction, mais en tout cas, il y a des fragilisations dont il faudrait également s'occuper en termes de compréhension et de dénonciation, qui sont les questions de la fragilisation mentale, la maladie mentale. Là aussi, il y a des portes à ouvrir, il y a des combats. Vous voyez, j'arrête pas de dire tout le chemin qui reste à parcourir. Il suffirait d'ouvrir la porte des hôpitaux psychiatriques, où vous apercevrez qu'on n'a pas à égalité toutes les classes sociales, qu'on n'a pas à égalité les deux sexes, et qu'on n'a pas à égalité la question de la couleur. Les quelques amis qui travaillent en hôpital psychiatrique nous ont tous dit, mais il y a quelque chose qu'il faut dire, il y a beaucoup d'arabes et de noirs. Eh bien, il faut le comprendre. Il faut, au lieu de le nier, il faut qu'on aille regarder quelles sont les conditions d'existence qui amènent une telle fragilisation que autant des notes peuvent sombrer, peuvent éclater, peuvent imploser, etc. Et donc, c'est des dimensions de lutte qui ne comprend pas encore. Mais tous ces éléments-là, elles ne font que souligner que nous avions raison quand nous posions la question de classe populaire clivée par les discriminations. Autrement dit, l'unité n'est pas au départ, elle doit être à l'arrivée. C'est parce que nous aurons posé la question de discrimination que l'unité sera possible. La proclamer comme étant quelque chose de déjà existant, ben c'est justement ne pas prendre à bras le corps le travail qu'il faudrait faire. Et puis, on est contraint ensuite d'aborder le troisième aspect, qui est comment nous réagissons face à tout cela. Bien, là-dessus, tout n'est pas négatif. De grands progrès ont été faits. Et il faut savoir les reconnaître. Nous avons trop l'habitude de compter nos défaites, c'est bien de compter nos petites victoires. Depuis maintenant, on va dire une bonne dizaine d'années, et un peu plus même, on a la construction et théorique et organisationnelle de l'antiracisme politique. Il est divers, il est contradictoire, mais l'idée que le racisme ne se découple pas du contexte global, l'idée que le racisme n'est pas une question individuelle, mais une question systémique, l'idée que le racisme renvoie aux politiques d'État, ça, ben c'est des grands pas en avant au niveau du positionnement politique. Et ça se traduit par une multitude de petites associations, organisations, etc., capables de converger à certains moments, mais aussi de s'engueuler à d'autres, et même de se déchirer à d'autres. Mais c'est un pas nouveau qu'il faut savoir reconnaître. Et je pense même que les dimensions de répression que nous connaissons, parce que avec cette affirmation-là va aussi la répression qui va avec. On ne compte plus le nombre de militants de
cet antiracisme politique qui ont été attaqués en justice, qui ont eu des procès, et les procès, ça fait partie d'une stratégie pour fatiguer, d'une stratégie pour qu'on soit sur ces combats-là et non pas sur ce qui fait notre projet politique ou notre projet d'action. On ne les compte plus. De même que l'augmentation du mouvement, enfin, que la hausse des luttes sociales contre les plans d'austérité ont signifié une augmentation de la répression contre les militants ouvriers. On a les mêmes processus. Autrement dit, la violence qui est en face de nous, est une violence aussi parce que nous avons progressé. C'est une violence aussi parce que les lignes ont bougé sur la manière de poser les questions et que ceux qui sont en face de nous ne se trompent pas. Ils savent très bien que les batailles se gagnent d'abord dans la manière de comprendre la réalité. Vous savez, les classes dominées dans le monde entier n'ont jamais manqué de bras pour se battre. Par contre, ils n'ont parfois pas eu les consciences qui permettaient de comprendre le système et d'entrer en action. Nous sommes donc dans une phase dans laquelle nous sommes dans l'entre-deux. Nous sommes dans une phase de compréhension de plus grande de la réalité du système et en face d'une répression plus forte. Ces moments-là, il n'y a pas de secret. C'est ce que nous avons, nous, au niveau du Front Uni du Nord, mais je crois qu'on sera d'accord avec les autres collectifs du Front Uni, ce que nous avons appelé un processus de fascisation. Autrement dit, un processus dans lequel il y a une course de vitesse entre deux solutions. Une solution par, justement, la compréhension de ce qui divise les classes populaires et donc l'intégration par l'ensemble des militants des discriminations, du sexisme, etc. Ça donnerait une impulsion pour une solution vers le mieux. Et la solution autoritaire, c'est-à-dire que face à une mobilisation, il reste la répression. Ça dépend de nous tous. Et en face, ils l'ont bien compris. Ça n'est pas un hasard que le manifeste des 300, que vous avez tous vu venir, qui est un des manifestes islamophobes les plus forts qu'on ait eu ces dernières années, c'est pas un hasard qu'il arrive maintenant. C'est pas un hasard qu'il arrive au moment où il y a les grèves. C'est pas un hasard que ça arrive au moment où des organisations comme le Front Uni continuent à maintenir ces points de repère malgré les militants qui étaient attaqués, etc. Autrement dit, nous avons à nous poser la question, et ce sera tout l'enjeu de la journée, de la compréhension de ces trois grandes dimensions qu'on ne peut pas dissocier. La question internationale et de la lutte des peuples et de notre, j'aime pas utiliser les termes moraux, mais je vais en utiliser un en mettant plein de guillemets, notre devoir internationaliste. Autrement dit, nous habitons dans un pays, qu'on soit issu de l'immigration ou non, qu'on soit militant ou non, nous habitons dans un pays qui participe à la destruction de la planète par des guerres, par des pillages, par des atomisations, par des balkanisations. Et donc ça pose la question de notre responsabilité. Ça, c'est la première grande dimension. La seconde dimension, c'est la question de prendre en compte ce que c'est que la situation particulière des enfants des immigrations, c'est-à-dire la question des discriminations systémiques qui sont posées. Et dedans, elles sont malheureusement diverses. Elles touchent les nouveaux arrivants avec une politique qui vient constituer des sans-papiers comme volant permanent de main-d'œuvre. Nous ne sommes pas dans une situation où on va expulser les sans-papiers. On va en expulser pour que les médias puissent en parler, pour qu'on prenne des photos. Mais nous sommes dans une période où on va maintenir des sans-papiers dans la clandestinité parce qu'ils font partie du calcul de rentabilité d'un certain nombre de secteurs. Et donc on en régularise 1000 parce qu'on sait très bien qu'on a 10 000 qui arrivent et qui vont être cette main-d'œuvre précaire. Donc il s'agit de faire peur aux sans-papiers pour qu'ils restent dans la clandestinité. Mais ça touche également les Français issus de l'immigration, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont discriminés dans l'ensemble des secteurs de la vie sociale, le logement, le travail, etc. Et ça touche troisièmement les immigrés irréguliers qui ont une carte de séjour, qui bien entendu voient cette carte de séjour ne plus être une garantie de stabilité, puisque ce que disait un sans-papier qui était régularisé en disant « Avant, je rêvais d'avoir des papiers, maintenant, je suis d'une carte d'un an, une carte d'un an, une carte d'un an. » C'est-à-dire que malgré qu'il est régularisé, il se retrouve dans une situation de précarité permanente. Ça, c'est une structuration du marché du travail pyramidal. C'est le rêve de tout système de domination, de pouvoir ainsi éparpiller les différentes catégories pour qu'elles ne perçoivent pas leur intérêt commun. Cette dimension de pyramide, il faut qu'on la garde en tête parce que c'est contre elle qu'il va nous falloir agir. Alors nous ne nous trompons pas, au Front Uni, nous ne pensons pas avoir la solution. Nous pensons simplement que c'est en multipliant les organisations à la base, c'est-à-dire en créant des collectifs dans les quartiers,
en créant, et Dieu sait si c'est pas facile, c'est en nous alliant avec ceux qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire ceux qui renvoient, ceux qui acceptent de poser les questions de manière systémique, réellement, que c'est dans cette dimension-là qu'on pourra construire quelque chose. Nous n'avons pas la solution, mais nous savons où la chercher. Il faut la chercher dans une politisation et une radicalité plus forte encore, puisque la domination est radicale, il nous faut une radicalité de réponse. Secondo, il faut la chercher en mobilisant les premiers concernés, c'est-à-dire en faisant apparaître, eh bien, et émerger, former par la pratique de nouveaux porte-parole, de nouveaux leaders, de nouveaux dirigeants de lutte dans les quartiers populaires. Et troisièmement, en nous disant que nous n'allons pas transformer cette société tout seul, mais que pour que d'autres qui ne sont pas à notre place comprennent les conditions pour que cette société change, il faut qu'on pose les questions embêtantes. Continuons à poser des questions embêtantes à tout le monde militant qui reste aveugle sur un certain nombre de questions. Merci.